Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Numa Fishing. Si vous avez survécu au précédent tutoriel sur la classification des leurres, ça veut dire que vous allez très facilement pouvoir suivre celui-ci. Je vous promets que ça sera plus simple. Ça veut dire aussi que vous êtes plus intelligent que la moyenne sans doute, ou plus curieux. Et donc là encore, vous n'aurez aucune difficulté pour affronter ce terme très particulier de pattern. En préambule, je voudrais dire que je vais tout simplement reprendre les termes et le plan d'un article que j'avais écrit il y a très longtemps avec mon ami David Dubreuil dans la revue Predators que j'avais l'honneur de diriger à l'époque. Et donc si vous le souhaitez, je mettrai le lien de l'article en dessous si vous voulez quelque chose de plus complet, de plus précis, si vous voulez revenir d'une manière plus réflexive sur ce que je viens de vous dire, vous pourrez aller lire l'article. Alors d'abord, la première chose à comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire que pattern. Pattern, en fait, en anglais, c'est le motif. Et d'ailleurs, même dans un contexte de textile, de mode, vous pouvez utiliser pattern pour les motifs qui pourraient y avoir dessinés sur vos fringues, comme par exemple ce petit sanglier que j'ai là. Mais pattern, c'est d'abord un terme de psychologie qui a été très utilisé au siècle dernier, puisqu'il consistait en fait à réduire les comportements à des schémas types. C'est-à-dire qu'on élimine grosso modo le bruit, les variables à la marge, on élimine en fait ce qui semble accidentel dans un comportement pour essayer de n'en garder que les régularités et pouvoir déterminer ainsi de grands schémas comportementaux et c'est ça que l'on va appeler des patterns. Pattern a été beaucoup popularisé dans les années 70 à 90, en particulier sous l'influence de Roland Martin, qui l'a emprunté, je pense, directement à la psychologie. Et en fait, c'est, comme le dit David Dubreuil très bien, alors sous une forme de définition, je dirais, nominale, sans trop prendre de risques, mais souvent c'est ces définitions-là les meilleures. Il va parler de schéma mental de pêche. Alors la meilleure manière peut-être de vous expliquer ce que c'est un pattern, c'est vous donner un exemple d'approche, de stratégie de pêche où il n'y a absolument aucun pattern. Et c'était le cas en particulier dans les années 90, quand a commencé à se développer la théorie du junk fishing, et dont Mike Iaconelli est le principal représentant, le plus célèbre en tout cas. Le junk fishing, littéralement la pêche sans valeur, comme on parle de junk food pour les barres chocolatées et les saloperies qu'on trouve dans les stations-service, ce junk fishing consistait en fait à n'établir aucun pattern. Alors établir aucun pattern, ça veut dire quoi? C'est partir à la pêche sans a priori, c'est-à-dire que sur un même spot, vous allez essayer au leurre de surface, en drop shot, vous allez essayer de faire du crankbaiting, du big baiting, en fait un peu tout et n'importe quoi, et surtout ce qui ne vous viendrait pas à l'idée, de manière à essayer tout simplement de coller au comportement des poissons. Et donc, in fine, vous allez me dire, ce junk fishing, en refusant tous les patterns, devient à son tour le pattern. C'est vrai, mais c'est pas ce point que je voudrais discuter ici. Schéma mental de pêche, néanmoins, il faut quand même un petit peu expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je reprends l'exemple de David Dubreuil, ça veut dire que vous êtes par exemple sur votre bateau et puis soudainement vous avez une touche de brochet alors même que vous passez juste en lisière d'un herbier, voyez, juste de l'autre côté du soleil, c'est-à-dire à l'ombre de l'herbier. Et puis vous continuez à pêcher, vous retrouvez un second herbier. Évidemment, si vous êtes un petit peu finot, si vous avez remarqué que vous avez pris votre brochet à l'extérieur de l'herbier et plutôt à l'ombre, plutôt qu'exposé au soleil, vous avez tendance à mettre un petit coup de ligne de ce côté-là. Et là, paf, vous avez à nouveau une touche. Petit à petit, à force de vouloir répéter ce schéma, parce que vous avez remarqué que les poissons se tenaient là et répondaient bien à la sollicitation de votre leurre, vous avez en fait établi petit à petit un pattern. Et la première remarque que je voudrais vous faire, c'est que vous voyez là-dedans, on n'a pas encore parlé de leurre. Retenez bien ceci. Mais essayons quelque chose de plus amusant. Imaginez que vous êtes avec vos amis en boîte de nuit. Alors admettons que je sois avec Manu Norena et David Dubreuil par exemple. Bon, admettons que c'était il y a quelques années et puis qu'on cherche un petit peu à séduire deux jeunes filles. Vous remarquerez que, et c'est pour ça que c'est assez psychologique cette notion de pattern, vous remarquerez que tous on a tendance à appliquer des patterns. Alors par exemple, David Dubreuil va peut-être essayer, on va dire, je ne sais pas, de parler de pêche. Aux filles qui vont parler, essayer de les attirer par son côté original. Donc plus la fille est guindée, plus elle est snob, plus il va essayer de la surprendre en mettant en avant son côté passion pour la pêche, la nature, tout ça, le mucus, quoi. Et puis en voyant ce que ça donne. On pourrait aussi dire, pour faire fond sur ce que nous disions tout à l'heure, sur le fait que junk fishing était finalement le pattern absolu, dans le sens qu'il se passait de tous les patterns,
et ben peut-être que Manu Norena, fidèle à sa stratégie de pêche habituelle, se mettrait tout simplement à faire n'importe quoi. Il parlerait d'une chose et puis après d'une autre à une autre fille. Il me proposerait par exemple de l'argent tout simplement à une nana et puis à une autre, il lui ferait croire qu'il est producteur de télé. Enfin, il dirait de la mythomanie jusqu'à la délation pure et simple. Après, il essaierait de diffamer ses amis. Enfin bon, il ferait du junk fishing vraiment. Et puis ça pourrait marcher. Et puis on pourrait dire que moi, n'ayant pas beaucoup de talent de dragueur, eh bien j'attendrai tout simplement que mon pattern se mette en place, c'est-à-dire que je vais attendre que les filles soient bien saoules en fin de soirée, et puis tranquillement, juste avant de partir, au moment où elles sont peut-être un petit peu peur de la solitude en rentrant chez elles, eh ben, je vais peut-être me présenter en n'ayant moi-même pas trop bu d'alcool, et pour essayer de les séduire. Vous voyez, là c'est des exemples de patterns, et je pense que c'est assez parlant, on comprend bien de quoi il s'agit. Imaginons maintenant que nous sortions tous les trois de la boîte de nuit et que nous marchions dans la rue, quand soudainement je me rends compte que j'ai perdu mon trousseau de clés. Et je ne peux pas rentrer chez moi, j'ai pas mes clés d'appartement, et je suis évidemment bien embêté. Alors on se rappelle que je me suis arrêté pour pisser dans une ruelle, et on se dit, bah attends mec, c'est certainement là que tu as dû perdre tes clés. Le truc, c'est que la ruelle est vraiment super mal éclairée, et en fait Manu par exemple va commencer avec ses petites chaussures à talonnettes de chercher avec son pied comme ça dans le noir, tâtonner pour essayer de retrouver mes clés. David, lui, par exemple, va chercher avec un bâton tout ça. Moi, alors là, complètement perdu, je vais essayer de m'éclairer un petit peu avec mon téléphone portable. Tout ça va pas bien marcher. Jusqu'à que, par exemple, David Dubreuil dise, mais attendez, finalement, l'endroit le plus simple pour trouver des clés, c'est encore de chercher là où il y a de la lumière. Ça ne veut pas dire que les clés s'y trouvent, mais au moins là, il y a de la lumière. Donc si les clés s'y trouvent, eh bien, on a une bonne chance de les trouver. Et il va se diriger vers le seul lampadaire de la ruelle. Il se trouve que c'est le lampadaire que j'avais choisi pour marquer mon territoire. Et sous la lumière du faisceau, que trouve-t-il? Mes clés posées par terre. Et là, je pense qu'il y a une bonne métaphore de ce qu'est le pattern. Quand vous avez un pattern, ça ne veut pas dire que les poissons vont y répondre, mais un pattern, c'est comme une sorte de faisceau de lampe que vous avez à votre disposition. Et si les poissons sont réceptifs à ce pattern, alors vous allez les prendre. Alors que de toute manière, si vous n'avez pas de pattern, il va être, quoi qu'il en soit, beaucoup plus difficile de trouver les poissons et de les prendre. Je dirais donc, pour finir de clore cette première partie de notre exposé, que en fait un pattern, c'est à la fois évidemment le schéma mental de pêche, excellente définition nominale de la part de David, mais c'est aussi, de manière métaphorique, eh bien c'est la lumière du lampadaire. Et je pense qu'il faut garder ces deux idées à l'esprit, les tenir ensemble, pour avoir une image assez précise de ce qu'est un pattern. On pourrait dire qu'en fin de compte, le pattern, c'est, pour reprendre l'image du trousseau de clés que j'ai perdu, c'est ça, c'est un trousseau de pattern. Si vous partez à la pêche avec un seul pattern et le matériel correspondant, eh bien vous allez vous rendre compte que ça va être assez difficile. Combien de fois, vous et moi, on s'est dit, bon allez, j'emmène que ça parce que ça va mordre à ça a toujours mordu à ça. Je prends une poignée de jigs, je prends quelques hogs, et puis allez, c'est parti, les basses vont se jeter dessus. Et puis c'est pas ce qui se passe. Et puis on n'a pas le combo pour de toute façon utiliser les quelques leurres qu'on a en plus, et la partie de pêche tourne à la galère. Donc en fait, un pattern ne vaut que si en fait il s'inscrit dans un faisceau de patterns, dans un trousseau de patterns, et qui permet de couvrir beaucoup de situations de pêche. Mais à l'inverse, si vous avez trop de patterns, si votre trousseau est trop complet, eh bien vous allez aussi vous égarer. Parce que évidemment, si vous avez 200 clés à essayer avant d'ouvrir la serrure, eh bien c'est autant de perte de temps et finalement, statistiquement, vous avez de bonnes chances de passer à côté de la pêche. Il faut donc qu'il y ait suffisamment de patterns pour exploiter vos situations de pêche les plus fréquentes, mais il faut aussi qu'il n'y en ait pas trop pour avoir le temps de les essayer, et puis surtout pour les connaître sur le bout des doigts, parce que vous savez comme moi qu'à la pêche, c'est beaucoup une histoire de signes. On reconnaît un petit peu des situations, on ne sait pas trop comment les choses se superposent dans notre esprit, et puis soudainement on se dit, ah ça ressemble à cette fois-ci, on engage un pattern, le pattern qui avait réussi ce jour-là, et puis on l'affine, on change quelque chose, et c'est là où ça commence à fonctionner et devenir très intéressant. Alors si vous avez suivi ce qui s'est passé, eh bien vous avez compris qu'un pattern, ce n'est ni la technique de pêche, ni la stratégie de pêche. Si vous partez avec votre ami en bateau et que vous dites, bah tiens, on va aller explorer la partie très chaude du lac, et puis on va faire successivement les bois morts, puis les rochers, puis je ne sais pas, les herbiers, dans l'idée que les poissons, quand ils sont sur du dur, ils sont pas sur du mou, et quand ils sont sur du mou, ça peut être telle ou telle plante, avec telle ou telle disparité
d'algues, je ne sais pas. En tout cas, tout ça c'est de la stratégie de pêche, ce n'est pas encore un pattern. De même, la technique ne vous dit rien du pattern, parce que la technique en réalité elle se passe en dehors de l'eau, c'est en fait un rapport que vous avez avec les objets techniques que vous manipulez. La technique, c'est ce qui vous permet de bien utiliser un des éléments du pattern qui est le leurre. Et là, ça me permet de dire quelque chose de très intéressant, de très important, c'est que le leurre n'est qu'un élément du pattern, et en plus nous allons voir que c'est pas du tout le plus important, bien au contraire. Donc quand vous entendez autour de vous quelqu'un qui vous dit le pattern c'était, je ne sais pas, crankbait rose, eh bien en fait c'est quelqu'un qui n'a juste pas compris ce que c'était que le pattern. Il vous dit quel était le leurre qui vous a permis de prendre du poisson, mais il ne vous dit rien du tout du pattern. Alors c'est d'ailleurs peut-être un peu volontaire, parce qu'il sait peut-être au fond de lui que ce qui compte c'est le pattern, c'est pas le leurre. Alors reprenons, nos amis sont partis sur le lac, ils ont choisi la zone la plus chaude du lac, celle qui est au nord fréquemment, et puis ils ont choisi d'explorer successivement différents types de cover, les rochers, les herbiers et puis les arbres immergés afin de trouver les poissons. Cela c'est la stratégie. Une fois qu'ils ont trouvé les poissons, par exemple admettons ils ont trouvé les black bass et les brochets avec de très belles perches dans les bois morts et pas ailleurs, ils vont décider de pêcher au Texas dans les arbres immergés. Là il s'agit évidemment de la technique, ils vont utiliser telle technique pour essayer soit de trouver le pattern, soit d'exploiter leur pattern. Mais à partir du moment où ils vont parler de la mue, je ne sais pas, des écrevisses, et qui auraient attiré les brèmes à cet endroit-là, avant que les brochets viennent les chasser, qui auraient fait cohabiter les gros brochets avec les black bass, et que toute cette population-là se soit retrouvée après le départ des brèmes, seule à finalement se partager ce qui reste, c'est-à-dire des écrevisses, et bien voilà, là on est déjà un petit peu en train de parler d'un pattern. Bon, vous voyez que j'invente une situation complètement contrefactuelle, on ne sait pas trop exactement à quelle situation de pêche réelle ça correspondrait, mais je pense que vous avez compris l'esprit. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que évidemment, de pattern, quand on vous dit le pattern du jour c'était ça, alors il faut bien comprendre que c'était le pattern de la pêche, parce que dans une journée, il y a forcément plusieurs patterns. Les poissons n'ont pas un comportement identique du lever du jour jusqu'au coucher du soleil, ou alors c'est extrêmement anecdotique. Donc il faut bien comprendre qu'il y avait plusieurs patterns et un vrai récit, une vraie narration d'histoire de pêche. En fait, elle a tendance, si vous écoutez bien, à enchaîner les patterns. Quand les gars expliquent que, je sais pas, ils faisaient les cendres au lever du jour sur la plage, et puis quand ceux-ci ont quitté, en allant les chercher, ils se sont rendus compte que tout au bout de la plage, à la cassure, il y avait des beaux brochets qui attendaient, et que ces brochets-là, en fait, visaient les poissons qui se détachaient en surface 8 mètres au-dessus de leur tête, et donc ils ont pêché de manière pélagique. Enfin, vous connaissez l'histoire. Voilà, ça c'est un vrai beau récit de pêche, et en tout cas ce qui est sûr c'est que des patterns dans une journée il y en a forcément plusieurs, et je dirais même qu'il y en a certainement des milliers, puisqu'il faudrait aussi penser que les espèces de poissons entre elles ne se comportent pas de la même manière. Donc certes il y avait peut-être un pattern à un moment donné pour le sang, mais au même moment il y avait aussi un pattern pour les brochets, et puis un pattern pour les perches, etc. Et ne me donnez pas l'exemple du jour où le pattern était le même pour toutes les espèces de poissons. On sait que c'est suffisamment rare pour que justement on ait besoin de le raconter. Alors pourquoi au début je me suis fendu d'une explication, d'ailleurs à la va-vite, sur le pattern comme terminologie historique de la psychologie empirique? Eh bien, en fait, c'était pour vous dire que cette notion de pattern, elle a quelque chose de fondamental, quelque chose qu'elle renferme en elle de manière intrinsèque, c'est son imprécision. Établir un pattern en psychologie comme à la pêche, c'est n'être surtout pas trop précis. Si vous êtes trop précis, eh bien, vous manquez du recul nécessaire pour faire les analogies et les rapprochements nécessaires pour essayer de ramasser des types différents en une seule même appréhension, de manière à pouvoir les reconnaître successivement en dépit justement de leurs petites différences. Ainsi, si vous m'avez suivi, imaginez une cible de tir à l'arc ou à la carabine, je ne sais pas, et que vous deviez viser. Eh bien le mille ne serait pas le petit point en plein milieu de la cible, le mille il se trouverait près du milieu, mais pas tout à fait, dans une zone concentrique qui se situerait pas tout à fait entre le bord et le milieu, donc plutôt dans le tiers plus proche du milieu, mais pas plus que ça. Essayez de penser à toutes les fois où à la pêche, je sais que ça vous est arrivé, le pattern était tellement précis que vous vous dites « Ok, j'ai fait une super pêche, mais il aurait suffi que mon poisson nageur ait le même coloris, mais simplement il lui aurait manqué cette petite tache de couleur à cet endroit-là, il n'aurait pas eu cette teinte particulière, je serais passé à côté de la pêche. » On a tous connu ces situations où en fait entre le capot et le carton, il n'y avait pas grand chose et on se doute bien que c'était pas trop de notre fait. Ça vient surtout du fait qu'on a eu beaucoup de chance de trouver exactement le pattern le plus précis.
Heureusement, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'un tel niveau de précision. Je vous rappelle que si vous prenez un tube, par exemple, pour un poisson, c'est aussi bien un petit poisson comme un verron qu'une écrevisse. Donc vous voyez qu'on vit dans un monde d'approximation et c'est tant mieux parce qu'en réalité sinon on ne prendrait jamais de poisson. Si on devait à chaque fois coller parfaitement à ce qu'attendent les poissons, on s'en sortirait jamais. Heureusement, la marge d'erreur est énorme et elle nous permet justement de coller à plein de situations. Après, c'est l'habileté des pêcheurs entre eux d'affiner juste ce qu'il faut pour avoir un petit peu plus de résultats que son voisin. Mais si on regarde bien, ce qui compte, c'est d'arriver à peu près à coller à des situations qu'on peut évaluer surtout depuis l'autre côté de la surface, c'est-à-dire en aveugle, ni plus ni moins. Pour bien que vous compreniez ce dernier point, je voudrais dire deux choses. Si votre pattern est beaucoup trop précis, si vraiment il est précis au gramme près, s'il est précis dans son coloris à l'écaille près, s'il est précis dans son animation, eh bien au moindre changement d'attitude des poissons, vous les perdez, vous ne les prenez plus. Vous voyez qu'il ne faut pas surtout qu'il y ait trop de précision. Mais à l'inverse, je vous dirais, regardez, quand il y a ces épisodes de frénésie alimentaire, qui est déjà une drôle d'appellation, où on prend les poissons à peu près tout et n'importe quoi, vous remarquerez quand même qu'on ne peut pas s'empêcher d'essayer de trouver un pattern, tout simplement pour prendre un petit peu plus que juste par coup de chance. Donc ça nous donne bien cette zone médiane où se situe le pattern, entre imprécision fondamentale et excès de précision, et je pense que si vous êtes pêcheur, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Si vous y réfléchissez bien, en fait, le pattern n'est pas simplement une situation qu'on subit, qu'on doit découvrir et à laquelle on doit s'adapter. On crée son pattern autant qu'on le découvre, ou plutôt on invente le pattern autant qu'on le découvre. D'ailleurs, c'est une remarque qui est valable pour beaucoup de choses, y compris l'activité scientifique. Comme disait Nietzsche, il ne faut pas confondre découverte et invention. Il y a toujours un petit peu des deux. Fabriquer son pattern, c'est aussi créer les situations d'un succès. Vous pouvez très bien énerver des poissons en passant un gros stick bait en surface de manière à les mettre un petit peu en éveil, et puis derrière vous passez avec un autre leurre et vous les prenez. Vous pouvez aussi casser l'habitat en coupant les herbiers, de manière à obliger ce poisson à sortir, surtout les brochets, et puis là encore essayer de les faire attaquer. Vous voyez, on n'est pas complètement passif par rapport à la découverte du pattern, et je pourrais donner des exemples assez nombreux, en fait, de situations où l'on crée les conditions de possibilité d'un pattern que l'on connaît déjà. Alors vous allez me dire, mais alors le leurre dans tout ça? Vous voyez que plus on avance, moins on parle de leurre, et de sorte qu'on est un petit peu à contre-pente de la pente naturelle, justement psychologique que nous avons tous. En fait, le leurre, c'est surtout quelque chose qui nous permet de faire le lien avec ce monde que nous ne pouvons pas voir, ou si peu, où se trouvent les poissons. Alors, je vous donne un exemple. Si vous pêchez, admettons, au crankbait quelque part, ou je vais changer au longbill minnow, et puis soudain vous accrochez de l'herbe, eh bien en fait ça va peut-être vous agacer, mais en fin de compte ça ne devrait pas, parce que c'est une information capitale sur la pêche que de savoir qu'il y a un herbier à tel endroit et à telle profondeur. Si vous enregistrez des touches, par exemple comme des short bites ou les kiss bites, ces toutes petites touches qu'on a du mal à ferrer, c'est encore des informations, même si ça peut sembler être un échec dans un premier temps. Ça, c'est les informations qui vous viennent du milieu aquatique jusqu'à vous, mais il y a aussi les informations que vous allez apporter aux poissons. Pêcher au leurre, c'est envoyer des signaux, c'est s'adresser aux poissons dans un langage tout à fait abstrait, qui est le langage des signes, on peut dire, et là, vous allez envoyer des signaux, alors en détresse, agressif, perdu, enfin tout ce que vous voulez, goûteux, enfin il peut y avoir tout et n'importe quoi, vous voyez, si vous mettez de l'attractant, si vous en mettez pas, s'il y a des billes, s'il n'y en a pas. Et c'est ça qui va vous permettre en réalité de compléter votre pattern pour en fait coller à une situation. Mais vous voyez bien que le leurre, vous avez le choix de votre leurre, va dépendre énormément de votre pattern. Et ça ne sert à rien de balancer un sac de billes dans l'eau si vous voulez simplement essayer d'imiter une proie qui veut partir furtivement sans faire du bruit parce qu'elle voit qu'il y a beaucoup de prédateurs. Je dis un peu n'importe quoi, mais il y a de ça. Ce que je vous dis est tellement vrai qu'en réalité, un bon pêcheur va beaucoup essayer de minimiser l'importance du leurre. Il faut en fait que le leurre réponde à nos attentes sans trop non plus s'imposer. Je vais juste vous donner un exemple tout simple. Si vous connaissez les leurres avec le coloris Ayu, il faut savoir que le coloris Ayu, c'est pas juste un petit poisson asiatique. Ayu, c'est aussi quand même un concept en termes de coloris. Ça vient simplement du fait que quand il y a peu de luminosité, cette peinture renvoie la lumière, donc le leurre est bien visible, et quand il y a beaucoup de luminosité, cette peinture laisse traverser la lumière, ce qui fait que le leurre est plus discret. Et d'une manière générale, vous voyez que le Ayu, l'un de ses secrets, c'est qu'en fait, il convient à beaucoup de situations de luminosité. Et de manière générale, pourquoi cet attrait pour les coloris naturels?
Parce que le coloris naturel, finalement, c'est un non-coloris. C'est-à-dire que c'est un coloris qui se fait oublier. Parce que vous savez comme moi que ce coloris qui vient tout à fait en queue des préoccupations quand on pêche, eh ben, c'est un peu le dernier obstacle avant la prise. Tout allait bien, on a fait tout ce qu'il fallait, et puis le poisson nous refuse le coloris. Donc évidemment, et c'est par exemple chez Savage Gear, l'idée de ces poissons scannés avec des coloris super naturels, eh bien, c'est d'essayer de d'éliminer, d'éluder le problème du coloris au maximum. Alors bien sûr, vous aurez toujours besoin de Fire Tiger dans votre boîte. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que c'est un mystère de la pêche. Comme le Sexy Shad, ce sont des coloris auxquels les poissons répondent très très bien et dont ils ont tendance à ne pas se méfier. Donc voilà, ça fait partie de ces super coloris non naturels et qu'on a besoin d'avoir parce que juste ça marche, et ça marche, je vais vous dire parce que ça marche. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris ce qu'était un pattern, et une fois, si vous êtes sage et si j'ai un petit peu de temps, j'en profiterai pour vous expliquer ce concept de clock fishing que nous avons inventé avec David Dubreuil et qui est vraiment la suite logique de notre réflexion sur les patterns. Mais en tout cas, voilà, maintenant si vous entendez parler de patterns, vous saurez ce que c'est, et puis si vous avez envie que vos amis arrêtent de l'utiliser à tort et à travers, partagez cette vidéo et continuez à nous suivre sur Numa Fishing. Merci beaucoup.